rolling. Okay. Do you know how many people registered? There was no pre-registration for this one. Oh, yeah. Right. But I can see a count update during the live feed, so we can see how many people are going. And we are live now. Okay. Yeah, I just got the notification. COPA is live. Okay. Okay, so we have 3 people watching right now. Further, 7 now, actually. For the people watching, if you can hear us, can you give us a thumbs up in the comments, please? Okay, the sound's working on my other computer, so that's a good sign. And again, we have about a 20 to 30 second lag, so just keep that in mind. Okay. Well, we'll start at 8:01. That'll give a few people, but since we only have an hour, we'll actually start on time. Okay, Laura's saying 5 by 5. Good. Okay, Sean says 5 by 5 as well. And Robert Japp says hello from Alberta. Perfect. Okay, so it looks like people can hear us just fine, so I'm going to turn off my video and hand it over to you guys. Thank you, Lauren. Okay. Hi, good evening, everyone, and welcome to what is my first Facebook Live event. I am Christine Gervais. I am COPA's president and CEO. And with me is Jean-Claude, who is our VP of Operations and will be our subject matter expert for this evening. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce qui est ma première session de Facebook Live. Mon nom est Christine Gervais et je suis la présidente et chef de la direction de la COPA. Et je suis ici avec Jean-Claude Audette, qui est notre vice-président d'exploitation et notre expert en matière pour ce soir. Our event this evening will be dedicated to answering your questions pertaining to aviation medicals and safety seminars, which were formerly known as rust removers. And I'd like to thank everyone who submitted your questions ahead of the event. Notre session ce soir sera dévouée aux questions reliées au renouvellement de votre certificat médical ainsi qu'au séminaire sur la sécurité. Et je tiens à remercier tout le monde qui ont soumis leurs questions à l'avance. Tonight's format is a little different. It will be 1 hour in length, half of which will be dedicated to answering questions on aviation medicals. And the second portion will be discussing safety seminars. And time permitting after that, ad hoc questions will be answered. The session will be done in both official languages. Le format pour ce soir est un peu différent. Nous avons 1 heure dédiée dans la première portion aux certificats médicaux et la deuxième portion, on discutera les séminaires sur la sécurité. Si le temps le permet, nous répondrons aux questions ad hoc et la session sera entièrement publique. So we have read all of the questions that were submitted to us and we will address them all. In some cases, the explanatory text that was supporting the question was quite extensive. So JC will provide a general answer to the summarized question. Nous avons lu toutes les questions qui nous ont été soumises et nous y répondrons. Dans certains cas, le texte explicatif qui appuie la question était assez volumineux, donc la question a été résumée et Jean-Claude fournira une réponse générale. So let's get started. Commençons. Jean-Claude, the first question has to do with the professional qualification of Transport Canada medical officers who review certain cases. Why would civil aviation medical examiners, so CAMES, assessments be questioned when they are trained and qualified to assess the medical condition of a pilot? La première question est reliée aux qualifications professionnelles d'un médecin de Transport Canada
qui sont chargés à la révision de certains certificats médicaux. Pourquoi remettre en question l'évaluation du médecin examinateur de l'aviation civile qui est formé et qualifié pour évaluer l'état de santé d'un pilote? Jean-Claude? Christian, this is a topic that comes up fairly often amongst our members and pilots in general. COPA readily recognizes that some pilots are disappointed with the results of their aviation medicals, obviously, being at the CAMI level or later when they receive a letter from Transport Canada. COPA does not have the qualifications nor the expertise to comment on the medical professionals involved in the certification process. But it might be interesting and useful to understand the process involved in maintaining the medical category. En français tout de suite, avant de passer à la longue explication, COPA reconnaît, évidemment, que certains pilotes sont déçus du résultat de leurs examens médicaux, que ce soit au niveau du MEA ou plus tard s'ils reçoivent une lettre de Transport Canada. COPA n'a pas les qualifications ni l'expertise pour commenter sur les professionnels médicaux impliqués dans le processus. Par contre, nous permettrons de regarder rapidement comment le processus fonctionne pour maintenir une catégorie médicale. Every year, the TC Aviation Medical Branch processes in excess of 51,000 renewals as of last year. That office relies on the CAMI to do the medical exam properly. When the CAMI is satisfied with the pilot's health condition, the pilot's aviation document is stamped and the pilot is good to go. These certificates are typically processed without further considerations by higher levels in transport. But like any other system, this one also has exceptions. For instance, if your CAMI did not sign your document, or if your document was signed, but the CAMI did annotate the forms sent to TC about some concern that he had, the TC Aviation Medicine Office will then look further into it, ask some questions. Most often, this will only mean a short delay in getting your approval. On the other hand, if it's a more serious condition is encountered, this may lead to a loss of medical category. Approximately 300 cases per year warrant this extra review. Of these cases, less than a dozen lead to a loss of medical category. The most common cases are related to heart condition. French. À chaque année, le Bureau de l'aviation médicale d'Ottawa reçoit plus de 51 000 renouvellements médicaux. Le bureau se fie sur les médecins examinateurs pour faire le travail comme il se doit. Quand le médecin examinateur est satisfait avec la condition du pilote, le document aviation est signé et le pilote peut aller voler. La documentation attenante est typiquement envoyée plus haut dans le système de transport et n'est même pas considérée plus loin. Mais il y a certaines exceptions. Par exemple, si votre médecin examinateur n'a pas signé votre document, ou si le document a été signé, mais le médecin a annoté la forme, les formules envoyées à TC, pour quelque raison que ce soit, le bureau de l'aviation médicale va regarder plus loin et poser quelques questions au pilote. Souvent, ceci signifie simplement que un délai dans l'approbation. D'un autre côté, si une condition sérieuse est découverte, ceci entraîne, qui pourrait entraîner certaines, jusqu'à la perte de la catégorie, jusqu'à la perte de la catégorie médicale. Approximativement 300 cas par année sont sujets à cette revue supplémentaire. De ces 300 cas, généralement moins d'une douzaine entraînent la perte complète de la catégorie médicale. Et dans la majorité des cas, il s'agit de conditions reliées au cœur.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Thank you, Jean-Claude. So the second question that we received has to do with flying and diabetes and a category 3 medical. So private pilot flying with diabetes. La deuxième question est la demande d'une mise à jour pour le pilote privé et piloter avec le diabète. Jean-Claude? Merci, Christine. Diabetes used to be a factor that could cause the loss of a medical category. But this is not the case anymore, or not as much. In the last 2 years, TC has completely revised their position on the case of diabetes, and diabetes does not anymore imply automatic loss of medical category. The regulation has been simplified. CAMIs have been provided with a guide on this issue. Nevertheless, diabetes does remain a serious condition, but TC readily recognizes that diabetes can be effectively treated and is one that can obtain and maintain a medical category subject to some condition. COPA does not have the expertise to discuss these discussions at length. However, if you Google, say something like Transport Canada flying with diabetes, you will get numerous links that come up that give you a lot of information on it at this point, and you can even get access to the CAMI handbook on how to do the inspection of the pilot, the medical. Alors que le diabète était un facteur qui pouvait mener à la perte de catégorie médicale il y a peu de temps, les choses ont changé. Transport Canada a complètement revu leur position dans le cas du diabète, et celui-ci n'implique plus une perte automatique de la catégorie médicale. La réglementation a été simplifiée. Les médecins ont reçu un guide de comment traiter ce problème. Néanmoins, le diabète demeure quand même un problème sérieux. Et le transport reconnaît que le diabète peut être traité efficacement et que quelqu'un peut obtenir ou maintenir une catégorie médicale avec le diabète, sujet à some conditions, évidemment. COPA n'a pas l'expertise pour discuter ces conditions. Par contre, je vous suggère d'utiliser Google et d'aller voir piloter avec le diabète Transport Canada. Okay? Et plusieurs liens vont apparaître. Entre autres, vous verrez celui du guide que Transport Canada donne aux examinateurs médicaux. Vous pourrez voir ce qu'ils leur recommandent, ce qu'ils leur disent de faire, dans ça eux-mêmes dans d'autres circonstances. Je vous le conseille, celui-là. Christine? Merci, Jean-Claude. The third question relates to the difficulties associated with telemedicine. For example, reaching a medical examiner and having no previous medical issues. La troisième question est reliée avec la difficulté éprouvée pour rejoindre un médecin via la télémédecine et aucun problème médical auparavant. Christian, this one is a real puzzle. We certainly do understand that it has become very difficult to contact a CAMI to go through the process of telemedicine. And this would appear to be due to the fact that TC has directed all CAMIs to not perform any medical until further notice. And some CAMIs have either closed their office at this time or might consider telemedicine to be part of what they were directed to not do. However, at this time, COPA is trying to ascertain with TC what would be an effective way to deal with this situation. But we have not received an answer yet, except that as an hour ago, my contact stated, well, we're looking into it. There's this or this possibility, which really turned into sending you to the Transport Canada site for the list of CAMIs, and then you start phoning. We're trying to get better than that. COPA comprend certainement que plusieurs pilotes peuvent avoir des difficultés à contacter un médecin examinateur pour le processus de télémédecine. Il semblerait que, dû au fait que Transport a avisé les médecins de ne plus faire d'examens médicaux d'aviation jusqu'à prochain avis,
Peut-être que certains médecins ont fermé leur bureau. Si c'était des médecins à la retraite et la seule chose qu'ils faisaient, c'était ça. Ou les médecins ont interprété que la télémédecine tombait dans la catégorie d'activité que Transport Canada leur dit de ne pas faire jusqu'à nouvel ordre. De toute façon, aujourd'hui, même il y a 1 heure avant notre rencontre actuelle, j'ai parlé avec mon contact à Transport qui essaie depuis 2 jours de répondre à la question. Où appeler, comment appeler, à qui on parle, comment on les rejoint. Et il n'y a pas encore de réponse. Sauf, ce qu'on peut faire, c'est aller sur l'Internet, voir la liste des médecins examinateurs et commencer à téléphoner les plus près du label chez nous. Et bon, on travaille à trouver une meilleure réponse que ça, mais pour l'instant, c'est tout ce que le transport nous donne. Christine, pardon. The first question is actually a two-part question, Jean-Claude, and it has to do with the ability of wearing a hearing aid for the whisper test. And the second part of the question is, during the pandemic, can the medical be extended for more than a year, even if someone is over the age of 40 with no pre-existing conditions? La prochaine question a 2 questions. Est-ce que le pilote est autorisé à porter un appareil auditif pendant le test de chuchotement? Et la deuxième partie de la question, à cause de la pandémie, est-il vrai que le certificat médical peut être prolongé d'1 an, même si nous avons plus de 40 ans, sans conditions préexistantes médicales? Definitely, if you wear a hearing aid, it's because your hearing is too low, which would likely prevent you from succeeding on the so-called whisper test. So yes, the same as wearing glasses to read, using a hearing aid can be worn while doing the whisper test. I never heard otherwise so far. With respect to the medical extension over 40, it depends what category you have. If you have a category 3, you're extended for the appropriate period. If you have a category 1 medical, it remains a standard 6 months. So it's not necessarily 1 year general. You have an extension of 6 months or a year, depending on as applicable to your category. And, okay. So, quelqu'un qui passe son examen médical et doit porter un appareil auditif dans la vie courante peut garder son appareil auditif pour passer le test. Autrement, il ne passera pas le test, évidemment. C'est la même chose que les lunettes. Si vous portez des lunettes, on ne vous oblige pas à enlever les lunettes pour prouver que vous ne pouvez pas lire le tableau. Donc, visuel ou auditif, vous avez le droit de porter les accessoires qui vous aident à rencontrer les normes. Du point de vue extension médicale, pour le pilote qui dépasse l'âge de 40 ans, l'extension peut être de 6 mois ou 1 an, selon ce qui a été mis dans l'exemption, mais en accord avec la catégorie médicale que vous avez. Si vous avez une catégorie 1, au-dessus de 40 ans, c'est 6 mois. L'extension, c'est ça qu'elle donne. Si vous avez une catégorie 3, ben, au-dessus de 40 ans, ça peut être, je pense que c'est 2 ans. Si je ça fait longtemps que j'ai passé ce point-là, ça fait bravo. Mais l'extension est tout simplement concurrente avec la catégorie médicale que vous avez. Et selon les critères prescrits d'attestation ou télémédecine. Merci. Merci, Jean-Claude. La prochaine question, the next question is a 3-part question. The third part doesn't really have to do with medicals, but we decided that we would answer it anyway. So the first part has to do with medical extensions until August 1st and what happens after that. The second part of that question is, do the insurers accept the medical extensions that were issued by Transport Canada? And the third portion of that question is,
the situation on flight training for each province. La prochaine question, j'ai quasiment oublié de le dire en français. En trois parties, il y a trois parties à la question. La première, c'est les extensions médicales jusqu'au 1er août. Qu'est-ce qui se passe après le 1er août? Ensuite, est-ce que les compagnies d'assurance acceptent les extensions médicales qui sont émises par Transport Canada? Et la troisième question, même si elle n'a pas rapport avec les médicaux, on va la répondre quand même. Bref, par contre, la situation de la formation au pilotage dans chaque province. Jean-Claude? Concerning the medical extension, TC has issued an exemption defining how you can extend or renew your medical through a self-attestation or telemedicine, depending on your situation. This is published in exemption NCR-062-2020. Jot that down quickly, Google it, and you get right to it. Or we have published it in our recent newsletter. If somebody has any problems interpreting it, just contact me. I'll be happy to help you. And I explain that because this question has come up regularly. My medical extension stops on 1st of August. This is what they had said initially back in March, April. What do I do then? Well, what you do then is what I just explained briefly. If you can find that exemption, find the process and do it. And like I said, get in touch with me. I'll help you through it. I'll coach you over the phone if need be. Next point, the insurers do recognize the validity of a certificate that has been extended by TC. The extension is a process that TC has put in place for that reason. If a pilot extends the medical using the proper process, insurers do recognize that. It's the same thing as your regular medical. The third part is a recurring one also. Flying training is regulated by the federal government through TC. No question about that. COVID-19 has brought some particular circumstances in our society that are health-related. And this has led many health departments in each provinces, localities, townships, whatever, to issue their own rules and guidelines aimed at protecting society and its citizens. Although flying training is federally regulated, the activities of citizens are subject to the policies, rules, guidelines issued by their province of residence for whatever activity they do. Whether it's going shopping, walking, driving, doesn't matter. They have to, they're subject to those local, government, provincial policies. Les extensions médicales, pour quelqu'un dont l'extension expire le 1er août, c'est-à-dire l'extension plus ou moins automatique que Transport avait donnée en fin mars, début avril, que quelqu'un qui expirait à ce moment-là était valide jusqu'au 1er août, parce qu'on ne savait pas exactement qu'est-ce qui allait se passer encore. Depuis, Transport a émis un document décrivant l'exemption suivant laquelle vous pouvez prolonger votre certificat médical. Cette exemption-là est publiée sous le nom de NCR, trait d'union 062, trait d'union 2020. Nous l'avons publié dans notre dernière lettre, dans notre dernier e-flight. Et vous pouvez la retrouver sur Google avec le nom de ça. Cette exemption-là vous décrit le processus, comment vous pouvez prolonger ou renouveler votre certificat médical après le 1er août. Si vous avez des problèmes pour le trouver, pour le comprendre, n'hésitez pas, contactez-moi. J'irai jusqu'à vous guider sur le téléphone comment faire le processus.
Je l'ai fait, on le fera encore. Dans le cas d'un certificat médical renouvelé par ces processus-là, les assureurs reconnaissent le certificat médical. Si le certificat médical a été renouvelé par le pilote, suivant un processus décrit, défini, approuvé, présenté par le transport, tel que dans cette exemption-là, le certificat a tout à fait la même validité que si vous étiez allé chez votre médecin examinateur et qui avait signé votre document. Donc, vous êtes bon pour voler, l'assureur vous reconnaît. Et ça, notre assureur nous l'a dit à plusieurs, nous l'a garanti quand tout ça a commencé. Bon. L'autre élément, la formation au pilotage dans les conditions de COVID. La formation au pilotage est certainement contrôlée, réglementée par le gouvernement fédéral, par le biais de Transport Canada. Par contre, COVID-19 a amené des circonstances plus ou moins plaisantes dans notre vie, qui affectent la santé. La santé dépend des ministères de la santé des différentes provinces ou des organismes des différentes villes, ainsi de suite. Alors, ces organisations-là, ces autorités-là ont publié leur propre règlement, ligne de conduite, politique, ainsi de suite, sur le sujet. Et les citoyens qui demeurent dans ces régions-là sont sujets à ces politiques, ces règlements-là, ainsi de suite. Donc, oui, la formation au pilotage, c'est fédéral. La santé, c'est provincial, c'est municipal. Donc, tout citoyen doit se soumettre et sujet aux réglementations provinciales ou municipales à leur endroit de résidence. Que ce soit pour aller marcher sur la rue, aller magasiner, conduire, ainsi de suite, c'est la même chose pour piloter. Donc, le transport n'a pas d'objection à la formation au pilotage, mais vous êtes COVID a certaines restrictions. Merci. Merci, Jean-Claude. The next question comes from a pilot who holds currently a Category 1 medical, is a commercial pilot, but no longer flies commercially, and is having difficulty renewing his Cat 1 medical, and is wondering if he goes to a Cat 3 medical, if the requirements would be less stringent and allow a little bit more wiggle room for him to renew his medical certification. Donc, la prochaine question a rapport avec un pilote avec un médical catégorie 1 qui a de la difficulté à renouveler son certificat médical et demande si il va pour un certificat médical de catégorie 3 si les exigences médicales sont moins strictes et permettraient un peu plus de flexibilité. In any situation, the requirements for a Cat 3 medical are less stringent than for a Cat 1 medical. Cat 1, you can fly commercially with paying passengers, you can fly airlines, those are required there. The risks that Transport Canada sees and the consequences are more stringent, therefore they ask for more on the medical examination. So a Cat 3 medical, in the case of this gentleman, would definitely be something that should be considered. If the privileges of private pilots satisfy his needs, no problem. His choice. But yes, it would be easier. Les exigences pour renouveler le certificat médical dans le cas d'un catégorie 3 sont définitivement moins difficiles que dans le cas de catégorie 1. Catégorie 1, c'est la catégorie pour voler en tant que pilote commercial, pilote de ligne, transporter des passagers payants et le reste, c'est le reste. Catégorie 3, c'est pilote privé. Alors, les risques sont moins, les avions sont plus petits, et le reste. Donc, un certificat médical catégorie 3 est plus facile à obtenir et moins difficile, les conditions sont moins exigeantes au point de vue médical. Et si le catégorie 3 qui va avec la licence privée satisfait aux besoins de ce monsieur,
c'est définitivement une solution à considérer. Et je le recommanderais si ses besoins de pilotage sont satisfaits. Christine. Merci. The next question has to do with the subsequent loss of a medical category certificate. And TC had requested some additional information or some additional documents from the pilot. These documents were sent to Transport Canada in March 2020, but Transport Canada has yet to respond. Is this something that COPA can help with? La prochaine question est reliée à la perte de la catégorie médicale et Transport Canada a demandé des documents supplémentaires aux pilotes. Ces documents ont été envoyés en mars 2020 et Transport Canada n'a pas encore répondu. Est-ce que cela est quelque chose dont COPA peut aider? This is definitely an example where COPA relatively often gets called to help, and we have been successful in many, many cases. In this case, I don't know. I would need more information from the member. So if that person would contact me personally, I will explain what I need as details, as information, and we will see what we can do to expedite the process. C'est justement un exemple où COPA a aidé des membres par le passé et avec des bons résultats. Ce que j'aurais besoin, c'est que la personne me contacte directement. J'expliquerai les détails que j'aurais besoin, quelle information qui me manque pour pouvoir parler à transport et lui aider. Alors, contactez-moi et on en discutera. On peut aider. Merci. Next question contains quite a bit of background. However, the situation basically is that a pilot was asked prior to COVID-19 to provide some specific information to Transport Canada by a certain date. And due to COVID-19, that pilot will not be able to meet the date that was set by Transport Canada. Will this ensue in the loss of this person's medical? Donc, le pilote a été prié avant la situation COVID de fournir des informations spécifiques à Transport Canada avant une date donnée. En raison de la COVID-19, il est probable que le pilote ne pourra pas respecter cette date fixée par Transport Canada. Est-ce que cette personne perdra son certificat médical? I have to admit that transport at times appears to be very demanding and difficult to deal with. I don't think people will argue that with me. However, they are also quite understanding in some particular circumstances. And this is such a case. The member who's got this issue should contact TC, whoever signed the letter, should go back to that person and inform them that they will likely be late in providing the requested information because of the current virus situation and ask for a delay in abiding to the request. And typically, transport agrees to these types of requests. Now, how you will contact them and the result, I'm not sure, because we know the difficulty these days. Again, if this doesn't work, if you can't contact anybody, get in touch with me. We'll see what we can do. J'admettrai facilement que le transport, généralement, trop souvent, semble être très exigeant et difficile à faire affaire avec. Mais il y a des circonstances où les gens en transport comprennent les situations et font ce qu'ils peuvent pour aider aux pilotes aussi. Ceci est un cas particulier où ce commentaire-là s'applique. La personne en question devrait contacter Transport, les informer qu'à cause de COVID-19, ce pilote-là ne peut pas avoir les examens, avoir tout ce que le transport demande et ne pourra probablement pas rencontrer la date demandée. Et ceci est un cas où Transport
normalement acquiescer à la demande du pilote. Si ce pilote-là essaie et il ne réussit pas à contacter, il ne peut pas avoir de réponse, je ne sais pas trop quoi, je vous conseille de me contacter et on verra ce qu'on peut faire pour vous aider. Voilà. Merci. On to the next question now, which has to do with the medical that was extended until August 1st. The question is, does it remain valid until the end of the month as a customary medical, or does it expire on August 2nd? La prochaine question est reliée au certificat médical qui a été prolongé jusqu'au 1er août. La question est, est-ce que le certificat médical est valable jusqu'à la fin du mois en tant que certificat médical habituel, ou est-ce qu'il expire le 2 août? This is a situation where the extension was based on particular circumstances. When you renew your medical, normally it is on a given date in the month. To make it simpler, Transport says it's valid until the first of the following month. In this case, what Transport has offered is an extension till the 1st of August, until we figure out what to do next. What to do next is in the NCRA exemption that we discussed a bit earlier tonight. So this exemption till 1st of August of the person asking the question expires on the 1st of August. That's it. However, 1st of August, you can fly on the 1st, not on the 2nd. However, you still have time to go through the exemption and do what that exemption says to get an extension of 6 months or a year, depending on your circumstances. L'extension mentionnée ici, c'est une extension spéciale que le transport a émise rapidement comme mesure alternative pour permettre aux pilotes de continuer à voler jusqu'au 1er août, en attendant de trouver une solution à plus long terme. La solution à plus long terme, c'est l'exemption que nous avons déjà mentionnée un petit peu plus tôt, le NCRA 062. Alors, l'exemption actuelle du monsieur qui pose la question, c'est celle qui a été donnée initialement jusqu'au 1er août. Au 1er août, c'est fini. Plus de vol après ça. Le 2, pas capable de voler. Par contre, si la personne, tout pilote dans cette situation-là, va chercher l'exemption, NCR 062, la procédure là-dedans est décrite pour avoir une nouvelle extension de 6 mois ou d'1 an, dépendant de vos circonstances. Merci. Merci, Jean-Claude. The next question is TC Transport Canada refuses to issue a medical certificate to a pilot who previously held a valid medical but has not flown for several years. The reason for refusal is at this time is based on a medical condition that has developed in the intervening years. The pilot asks if this is a situation where COPA can intervene. Transport Canada refuse de délivrer un certificat médical à un pilote qui détenait auparavant un certificat médical valide, mais qui n'a pas volé depuis plusieurs années. Le motif du refus en ce moment est fondé sur une condition médicale qui s'est développée au cours des années intermédiaires. Le pilote demande s'il s'agit d'une situation où la COPA peut intervenir. Regrettably, COPA cannot intervene in such situation, as we do not have the expertise nor the qualifications to investigate and discuss any medical condition unidentified by transport or unacceptable to transport. Malheureusement, COPA ne peut pas se permettre d'intervenir dans une situation comme celle-ci, puisque nous n'avons ni l'expertise ni les qualifications pour discuter ou évaluer la condition médicale que le transport ou le médecin de transport ont identifiée. Donc, les mains liées. Merci. This is our final question in the aviation medical portion of this event. What is the purpose of the medical category 4? Does Aviation Medicine of Transport Canada have the discretion to issue a limited medical certificate
say for gliders only or no passengers? À quoi sert la catégorie 4 d'une certification médicale? Et le service de médecine aéronautique de Transport Canada a-t-il le pouvoir discrétionnaire de délivrer un certificat médical limité, par exemple pour les planeurs seulement ou pour les avions sans passagers? Cat 4 Medical enables one to exercise some pilot privileges without the need and requirements associated to a Cat 3 Medical. That Category 4 Medical is limited to the privileges associated with the Recreational Pilot Permit, or RPP. Any limitations associated with a medical condition will be indicated on the license itself, not on the medical certificate. La catégorie 4 permet à quelqu'un d'exercer les privilèges de pilote sans le besoin d'une catégorie 3 qui est plus exigeante. Alors, mais la catégorie 4 est limitée aux privilèges associés au Recreational Pilot Permit, au permis de pilote, permis de loisir, le RPP ou PLP. Toute limitation associée à une condition médicale sera indiquée sur la licence elle-même. Que ce soit porter des verres, que ce soit pas de passagers, ça n'a pas de l'important. C'est indiqué sur la licence, pas sur le médical. C'est tout. Merci, Jean-Claude. Let's discuss safety seminars now. Discutons maintenant des séminaires sur la sécurité. JC, for the last few years, COPA has been collaborating extensively with Transport Canada to standardize what we know as rust removers, but under its new name, safety seminars. Can you talk to the work that has been done to date and what the plan is for the near future? Jean-Claude, depuis quelques années, la COPA collabore étroitement avec Transport Canada pour normaliser les séminaires sur la sécurité. Est-ce que tu peux parler du travail qui a été fait à ce jour et du plan pour l'avenir proche? Certainement, avec grand plaisir. With pleasure, Christian. I would assume that most pilots out there and our members know of the General Aviation Safety Campaign that was launched in June 17 at our AGM. And one of the goals, one of the primary objectives of the General Aviation Safety Campaign is to decrease the number of fatal accidents in Canada, in general aviation. This has led, part of the work of the safety campaign resulted in the creation of what is now called the National Safety Seminars, which are integrated into the GASC work, and the GASC is becoming a program. So you'll see GASP in the future. La majorité de nos membres, les pilotes, ainsi de suite, sont certainement au courant de la campagne de sécurité de l'aviation générale, qui a été lancée en juin 2017, et dont COPA est un très important collaborateur avec Transport. Parmi les objectifs de la campagne, l'un des objectifs les plus importants est de diminuer le nombre d'accidents fataux, accidents mortels dans l'aviation générale. Ceci a mené à la formation de ce qu'on appelle maintenant le Séminaire national sur la sécurité aérienne. Et ceci est complètement intégré à la campagne. Et maintenant, le programme, parce que la campagne devient maintenant un programme sur la sécurité aérienne dans l'aviation. Excuse me. In February 2018, Transport Canada a organisé une session de travail d'une semaine à Ottawa pour développer le séminaire sur la sécurité. Plusieurs personnes de transport, c'est-à-dire Ottawa, des régions, ont participé, ainsi que COPA. Ça, c'était en février 2018. As I started in February 18 and then switched to French, I think, Transport organized a workshop for the purpose of designing the safety seminar. This was held in Ottawa, lasted for a week.
and Transport Canada Ottawa, representatives for the Transport Canada regional offices and COPA took part in this workshop. The basis for the safety seminars was that it's intended to focus on the accident factors identified by the GASC and TASB statistic. TSB is the Safety Bureau, Transportation Safety. Statistics from 2014 to 2016 in Canada. And this is corroborated by the stats that the FAA has and other organizations. So our numbers are valid and they're a good point to start with. These stats identify a whole number of safety factors. But we focused on the top 5. I'll skip the first one for a second. Loss of control in flight, or LOCI for short, accounts for 26% of fatal accidents in general aviation. The next one is low altitude operations at 7%, like flying over my boyfriend's or girlfriend's house, trying to do a roll when I'm too low, okay? Things like that. So, or more legitimate ones like crop dusting. Or the next one is system component failure. Engine related, also 7%. And system component non-engine related, also 7%. Okay? So, but anybody who adds up those numbers sees that we're nowhere near 100%. There's some I'm not listing here, but there's one which tops all of these at 29% is unknown. In other words, no matter the investigations that have been done, the cause is unknown, 29%. There's not much we can do with that. So we're tackling the first one that we know about, that we can assess, then we know where we're dealing with, which is the loss of control in flight, or LOCI. The safety seminar, a safety seminar template was designed during that workshop. It is now approved. And it looks at a flight, a complete flight, and breaks it down into 3 phases. Phase 1, takeoff and departure. Phase 2, en route. Phase 3, approach and landing. Bon, quelle était la base, sur quoi on s'est basé pour développer le séminaire national? Tout d'abord, le but était de focuser, se concentrer sur les accidents mortels qui ont été identifiés par la campagne de sécurité, par le Bureau de sécurité de transport, sur les statistiques qui ont été fournies entre 2014 et 2016 au Canada. Ces statistiques-là comparent parfaitement avec ce que la FAA a comme statistiques et d'autres organisations, des assurances, ainsi de suite. Ces statistiques-là identifient 5 facteurs d'accidents principaux. 1, perte de contrôle en vol, 26% des accidents. Ensuite, les 3 autres sont à 7% chacun. Vol à basse altitude, aller faire une passe chez notre ami, ou ça peut être quelqu'un qui fait de l'arrosage puis a un problème là. Mais voler à basse altitude, 7%. Défaillance de composantes, ainsi de suite. Relié au moteur, 7%. Et composantes du système, non reliées au moteur, 7%. Mais en avant de tout ça, il y en a un facteur, qu'il faut le mentionner quand même, 29% responsable de fatalité. Malheureusement, on ne peut rien faire avec parce que le facteur est unknown. On ne sait pas, les enquêtes ne peuvent pas déterminer bon. Alors, à ce moment-là, on a choisi de travailler avec les pertes de contrôle en vol. Le template, le gabarit pour le séminaire, a été conçu et maintenant approuvé. On a pris un vol, on divise en 3 portions. Module 1, décollage et départ. Module 2, en route. Module 3, l'approche et l'atterrissage. Alors,
les templates, les facteurs qu'on regarde, dans le cas de perte de contrôle en vol, ça s'en vient toujours à l'erreur du pilote. Alors, on a regardé, on a incorporé là-dedans le processus de décision du pilote, la mise à jour du pilote et les meilleures pratiques. Je n'entrerai pas dans tous les détails parce que ça va aller long. Là. But, so, basically, what we've done with the safety seminar on Lockeye is recognizing that Lockeye is a result of pilot error. The seminar focuses on pilot decision-making, pilot currency, and best practices. The seminar structure, like I said, is in 3 modules, just mentioned them. How it will work is a briefer who's been approved by Transport to make the presentation during the seminar will pick one of those modules and fill in under the subtitles whatever information based on his or her experience, the local region, what's going on, where they live, where they fly, and so on. But this is not enough for a full seminar. So the briefer will add 1 or 2 additional topics of local source. COPA has numerous of them that we can provide and so on. Ultimately, we're still in the mechanics of setting up how this will be delivered, but it would be online, collaboration and support from Transport, where and it will be presented. We will control attendees, and the stamp, well, not the stamp, but the attendance at that seminar would be valid for the 24-month recurrency, and it would be validated via an email process, as we're considering at this time. So we will see how this evolves. La structure du séminaire, comme je l'ai mentionné, est basée sur 3 modules. Ces modules-là sont présentés, le présentateur prend un module, se sert de ça, prend les sous-titres et met l'information appropriée pour la région où le présentateur travaille. À ça, il peut rajouter 1 ou 2 modules supplémentaires sur des sujets spécifiques, déjà approuvés par Transport, ainsi de suite. Alors, le tout forme un système intégré, standardisé, au niveau de Transport, et COPA va travailler de très près avec Transport pour développer le mécanisme, mettre ça en place. Et on prévoit d'être capable de livrer, donner la validité de 24 mois par courriel. La même chose que le médical peut être renouvelé par courriel dans le cas de télémédecine. Alors, c'est là que nous en sommes maintenant. Il y a pas mal plus à discuter dans le mécanisme approprié, mais on travaille avec Transport pour faire ça. C'est Thank you. Thank you, Jean-Claude, for that background on the safety seminars and where COPA is going in the very near future with that. Merci, Jean-Claude, pour un peu de background sur les séminaires sur la sécurité et où on s'en va avec tout ça. That's all the time that we have for this evening. Please be assured that your questions that were asked during this event, they will be answered, and that a copy of this question and answer period will be made available to our members. C'est tout le temps que nous avons en ce moment. Soyez rassurés que nous allons répondre aux questions qui ont été posées durant cet événement et que les réponses que les questions et réponses seront disponibles pour tous nos membres. Jean-Claude, would you like to say a word of closing? Est-ce que tu aimerais dire un mot pour fermer la session? Obviously, I am looking forward to emails or phone calls for further clarifications because obviously the timeline does not allow to cover everything in the details that some pilots would like. So go ahead, don't hesitate.
Certainement, Christine, je voudrais simplement réitérer mon invitation aux participants de me contacter soit par courriel, soit par téléphone, s'ils ont besoin de clarifications supplémentaires, parce que le temps ne permet définitivement pas d'aller aussi profondément que certains auraient besoin. Donc, ça me fera plaisir de jaser avec vous. Merci beaucoup. Thank you, everyone, for joining us for this evening's event. Please stay tuned for more Facebook Live events coming in the near future. And good night, everyone. Merci tout le monde pour nous avoir rejoints pour notre événement Facebook Live de ce soir. Il y en aura d'autres sûrement dans notre futur proche. Donc, je vous souhaite bonne nuit pour ce soir et à la prochaine. Bonsoir.